Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. On est dans la saison 3, c'est le 2e épisode. Je vais à la rencontre d'Estelle Poré. Salut Estelle. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Estelle, je découvre un petit peu ton existence en tant qu'athlète de haut niveau, chef d'entreprise. On m'a fortement recommandé d'aller t'interviewer parce que on m'a dit que tu allais avoir plein de choses intéressantes à me raconter pour, en tout cas, parler de mental, préparation mentale, de sport, mais aussi d'entrepreneuriat. J'ai appris aussi en lisant un petit peu que tu étais ambassadrice de l'Apart Fitness aussi. Donc voilà, donc tu as plein de choses à nous raconter. Je suis allé vite voir ton palmarès. Je me suis dit, waouh, 3 fois vice-championne du monde, vice-championne du monde d'Europe, 3 fois championne de France. Dernièrement, tu as fait une compète où tu as la médaille d'argent, la 2e place, à la Water Jet World Cup. Exactement. Voilà. Ouais, j'ai vu que tu avais aussi eu des difficultés à trouver des ressources financières pour y aller, mais que finalement, la chance t'a souri et que tu as pu aller concourir et que finalement, ça s'est bien passé. Et en plus, en revenant de blessure. Si tu n'as pas un gros mental, je sais pas qui a un gros mental là. Exactement, c'était pas prévu à la base de faire cette compétition, justement par manque de budget, et puis l'opportunité s'est présentée, je l'ai directement prise, suivie, on va dire, et inspirée par l'objectif. On est allé là-bas, on a fait un super résultat, donc c'est chouette. Alors, tu pourrais te présenter un petit peu, même si je t'ai déjà un petit peu présenté, mais aussi nous parler un peu de ta discipline, parce que c'est pas forcément une discipline dont on parle régulièrement. Je la vois pas trop en tout cas dans les médias télévisés. On parle beaucoup de foot, mais en tout cas, le jet ski, j'en ai rarement vu. Et du coup, ça serait super pour les auditeurs d'en savoir un petit peu plus sur cette discipline. Bien sûr, alors le jet ski, c'est un sport assez extrême qui est pas forcément très connu en France. Il est plus ou moins connu pour le loisir. Il existe 2 types de jet ski, le jet à bras et le jet à selle. Donc le jet à selle, celui qu'on voit le plus communément, où on est assis finalement, c'est plutôt des grosses machines avec une selle où on est assis. Scooter des mers, on va dire. Et moi, je pratique le jet à bras, donc c'est un jet qui est beaucoup plus petit, on peut pas s'asseoir, on est debout, qui demande du coup un peu plus de conditions physiques, d'équilibre, pour pouvoir le piloter. C'est très technique, très sportif aussi. Et les compétitions, ça s'inspire un petit peu de la Formule 1 ou de la motocross, c'est-à-dire qu'on a un circuit de bouée sur l'eau, on est entre 15 et 20 pilotes, et on part pour une course d'une vingtaine de minutes, et bien évidemment, le premier qui arrive, c'est celui qui gagne la course, quoi.
Génial. Donc moi, je pratique ça, j'ai 26 ans aujourd'hui et je suis tombée dedans. Je me suis pas réveillée un jour en me disant je veux faire du jet ski. C'est mes parents qui en faisaient, donc j'ai 3 grands frères également. On est nés dans ce milieu-là. Voilà, j'ai attaqué le jet quand j'étais assez petite, à 10-12 ans, et les compétitions en France à 14 ans. Voilà, comme Obélix, t'es tombé dans la potion tout de suite. Exactement, c'est ça. J'allais sur les courses, je crois que ma maman à l'époque a fait une course, elle était enceinte de moi. Donc, Ah ouais, carrément. Incroyable. Alors du coup, tu es chef d'entreprise aussi. Alors, c'est-à-dire ton entreprise, c'est ton entreprise. Alors souvent, il y a des athlètes qui sont chefs d'entreprise qui sont leurs propres produits. Toi, tu es chef d'entreprise dans quel domaine? Alors dans le bâtiment principalement. De métier de formation, je suis ingénieur en bâtiment. Et en fait, on est dans un sport qui reste, même si on a un niveau professionnel de haut niveau, on est dans des sports amateurs du fait de la médiatisation, etc. Donc à un moment donné, il a fallu trouver un emploi qui me permettait et d'organiser mon temps pour pouvoir m'entraîner, partir sur les compétitions, mais aussi pour me rémunérer suffisamment pour pouvoir compléter mon budget, puisqu'aujourd'hui, je mets quasiment 100% de mes économies dans ma passion, dans mon sport pour pouvoir le réaliser. Et le moyen que j'ai trouvé pour répondre à ça, c'était de développer mon entreprise où je suis associée donc avec mes frères qui pratiquent le même sport aussi, dans la menuiserie, dans la terrasse. Donc aujourd'hui, on s'est organisé de façon à pouvoir travailler aussi à distance, se libérer du temps pour s'entraîner. On a un quotidien qui est ultra chargé, bien évidemment. Mais voilà, ça nous permet de pouvoir exercer notre métier et en même temps notre passion. Et il y a énormément de similitudes entre l'entrepreneuriat et le sport. Donc au final, ce qui me fait plaisir dans mon sport, je le retrouve dans le travail en me challengeant sur mes objectifs entrepreneuriaux. Et du coup, le fait d'être ambassadrice de la part fitness, c'est un de tes partenaires qui t'aide pour aller en compète? Tout à fait. Alors c'est assez nouveau. On a monté ce partenariat-là. Enfin, on travaille dessus depuis 3-4 mois maintenant. C'est officiel depuis début décembre. Et en fait, la part fitness prend vraiment toute ma préparation physique et m'accompagne sur toute ma préparation jusqu'à me mettre à disposition mon entraîneur sur mes compétitions et dans toutes les semaines en amont. Il faut savoir qu'en période d'entraînement, je m'entraîne tous les jours et l'appart me permet de me mettre à disposition justement quelqu'un et aussi les salles pour m'entraîner au quotidien. Ouais, c'est génial. Moi, pour rappel, pour les auditeurs, l'appart fitness, c'est une chaîne de fitness avec... je crois qu'il y a pas mal de clubs dans tout l'Hexagone. Bien sûr, c'est l'avantage, c'est que partout où on est en France, on peut aller s'entraîner dans une salle d'appart fitness. Et l'encadrement est hyper pro, hyper spécifique, donc ça m'a plu tout de suite, quoi. Bon, super. Écoute, on te connaît bien maintenant. Hein. On sait à peu près, on a cadré. Alors, le principe du podcast, c'est qu'avant même de parler, d'introspecter ton mental, et de parler un peu de comment tu te prépares mentalement pour tes compètes ou dans la vie au quotidien, hein, dans tes activités pro. On va aller sur cette saison, je fais un petit mix entre le portrait chinois et le questionnaire de Proust. Donc sur quelques questions. Avant, c'est ton échauffement et après on rentre dans le vif du sujet du mental. Ça te va? Ok, c'est parti. Allez, c'est un challenge, hein. J'espère que t'es prête. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis prête. Non, tu vas voir ça va aller tout seul. Alors, Estelle, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Je pense que je serais le bleu pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la couleur de l'eau, ça reste mon élément. Et c'est une couleur qui est assez vivante, qui peut se dégrader aussi en fonction de l'humeur qu'on a, qui me plaît assez bien. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu? Un livre? Alors pour tout te dire, je lis pas forcément beaucoup de livres, même si je me cultive sur plein de choses, mais pas forcément sur des livres. Dernièrement, un livre qui m'a bien plu, c'est un livre de Pierre David, justement sur la préparation mentale, qui s'appelle L'identité gagnante, et qui, je pense, est un livre un peu clé pour performer dans les différents domaines. J'espère, tu vois, tu lis. Ouais. Tu l'as trouvé, le livre. Le moment de la journée que tu préfères? Le matin, parce que je suis très efficace le matin. Je commence mes journées assez tôt. Généralement, à partir de 7 heures, je suis au bureau ou déjà en activité. Et j'aime bien le matin. On peut travailler au calme les premières heures. J'aime bien ça. Qu'est-ce qui te caractérise le plus? La persévérance, je pense. Ça ressort souvent chez les athlètes de haut niveau, la persévérance. Sur toutes les interviews que j'ai faites. Mais ouais, c'est une persévérance. On n'a rien sans persévérer. C'est vrai. Allez, un peu plus dur peut-être, parce que souvent les athlètes en ont pas mal. Si tu étais une citation, quelle citation serais-tu? C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je dirais que le succès commence par l'ambition.
Ah, elle est pas mal, ça. On me l'a jamais sorti encore. C'est à noter dans les annales du podcast. Ton principal trait de caractère? Je réfléchis. La bonne humeur, je pense, la gaieté, la jovialité. Je suis assez blagueuse, assez. Ouais, je pense que ça me caractérise pas mal. Ok, tu pourras faire des blagues pendant le podcast si tu veux. Ouais, c'est ça. Ok, alors encore 2-3 et après on parle de mental. Ta musique préférée? Ma musique préférée. En ce moment, j'écoute pas mal. En tout cas, pour m'échauffer, j'ai beaucoup écouté Love Yourself de Eminem. Ah ouais, c'est vrai que elle est hyper entraînante. Ouais, elle est c'est une chanson entraînante et elle me plaît bien. Mais ouais. j'en ai Et elle plein de conditionne, musiques je en ce trouve. moment. Ouais, c'est ça, exactement. Je trouve que les conditions de combat, je trouve. Exactement. C'est pour ça que je l'utilisais dans mes échauffements avant les courses. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Ça m'arrive de plus en plus. Alors, si tu devais en choisir un, lequel choisirais-tu? Ah, je sais pas si j'en écouterai assez pour me souvenir des noms et des. Dernièrement, j'ai écouté, je crois, ça s'appelle championne du monde, peut-être. Exact. Ouais. J'en ai écouté quelques-uns et ça m'a beaucoup plu. Ouais, notamment un avec Laura Tarantola. Il y a aussi l'extraterrien que j'ai écouté quelques fois. Non, ouais, c'est vrai, exact. Mais j'avais interviewé la créatrice de Championne du Monde dans un podcast de la saison 2. J'écoute avant de dormir ou dans les entraînements aussi qui sont un peu plus calmes. C'est intéressant, ça change de la musique. Allez, la dernière question. Bon, c'est pas une question piège, c'est facile. Ton sport préféré? Le jet, évidemment. Et t'en as pas un autre que tu Si, j'en ai un autre que je pratique. J'aime beaucoup le crossfit aussi. Le vélo, la moto, le ski. Enfin, j'aime un peu tous les sports extrêmes à côté. Et sinon, le crossfit. Ouais. Allez, on va parler de mental. C'est parti. Alors, on va revenir un petit peu quand même sur ton parcours. Service après bonjour. Ouais, c'est ça, j'ai coupé le téléphone. Allez, donc on revient un peu. Il t'inspire quoi ton parcours à ce jour? J'ai beaucoup évolué, c'est ce que je trouve cool dans que ce soit, je pense, dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, c'est que on progresse, on évolue vachement sur soi. On apprend à se connaître, à évoluer. Et si je prends du recul, depuis que je suis dans le haut niveau, donc depuis quasiment 2016-17, je pense que je me reconnaîtrais pas entre quand j'ai commencé aujourd'hui par l'évolution plutôt mentale justement que j'ai faite sur ma carrière. De quoi tu es le plus satisfaite maintenant quand tu regardes dans le rétroviseur? Et ben justement par cette évolution, je pense que c'est la manière dont j'aborde les compétitions et les choses. À l'époque, j'étais très très fermée sur le résultat et aujourd'hui, je suis un peu plus ouverte. Quand je fais une compétition, bien évidemment, je vise la victoire, mais je me satisfais pas que du résultat, c'est-à-dire aussi de comment j'ai abordé la compétition, comment j'ai réussi à me donner, les contraintes que j'ai eues et comment j'ai réussi à les relever. Et ça, j'en suis assez fière parce que c'est pas facile de le faire. Pas facile du tout. Très souvent, c'est vrai qu'on est focus sur le résultat et qu'on en oublie tous les moyens qu'on se donne pour réussir. C'est ça, et dans un résultat, il y a aujourd'hui quand les sportifs de haut niveau, pour performer, pour avoir le résultat, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Tous ces paramètres, on les contrôle pas forcément. Donc, on peut pas s'en vouloir parfois de pas avoir un résultat parce qu'il y a des paramètres qu'on contrôle pas. Et du coup, j'essaye de rester d'être satisfaite sur les paramètres que j'ai pu contrôler et comment j'ai pu le faire, quoi. Et c'est vrai que, pour rappeler aux auditeurs, c'est vrai que dans chaque discipline sportive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents paramètres de la performance et très souvent, c'est une systémie où chacun des paramètres interagit les uns avec les autres. C'est pour ça que très souvent dans le sport de haut niveau, chaque détail compte parce que chaque détail peut faire la différence. D'autant plus dans le sport mécanique en plus. En plus dans les sports mécaniques où en plus il y a en tout cas il y a l'engin qu'on pilote qui est aussi à prendre en compte. D'ailleurs, du coup souvent j'ai souvent eu l'occasion d'échanger avec des pilotes, notamment des pilotes de course, et où souvent ils sont très frustrés quand la mécanique n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent pour pouvoir performer. Ça, c'est aussi quelque chose de... Peut-être que tu pourras nous en parler aussi. C'est peut-être tu as eu des défaillances mécaniques un jour, et ça, c'est pas facile à prendre en considération dans le mental, parce qu'il faut quand même prendre du recul sur finalement on a tout donné nous, et puis la machine nous fait défaut, donc c'est pas évident. C'est ça. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te fait écho? Est-ce que tu as un souvenir par rapport à ça? Bien sûr, ça me fait tout à fait écho. Et je dirais même qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je suis peut-être un peu
fière de ça. Cette phrase, elle m'inspire sans m'inspirer, dans le sens où du coup j'ai appris avec le temps que rien n'était impossible en fait. Donc finalement, pour moi, rendre possible l'impossible, c'est vrai, mais j'ai presque du mal à le dire aujourd'hui, parce que finalement il y a très peu de choses qui sont totalement impossibles, même si c'est que 1%, c'est 1% de possible, quoi. Quand est-ce que tu en as pris conscience? J'en ai pris conscience quand j'ai commencé justement à travailler sur la préparation mentale, je pense en 2020, où j'ai beaucoup travaillé sur l'identité, sur moi finalement, et le développement de chaque être humain. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment aller chercher ce qu'on voulait, et que de toute façon, même si on l'atteint pas, le chemin qu'on utilise pour y arriver nous fait évoluer et progresser. Donc il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, qui est, enfin, une image qui est beaucoup utilisée de tireur à l'arc. Et on dit toujours, voilà, le tireur à l'arc, quand il va viser une cible, il va viser la cible. Même s'il l'atteint pas, il va viser la cible. Il va pas se dire, je vais viser à côté pour essayer de viser la cible, quoi. Même s'il sait qu'il y a beaucoup de vent, etc., il va quand même essayer de viser la cible. Et moi, c'est on va dire, c'est un peu ce que j'utilise dans ma vie au quotidien. Il y a des objectifs que j'ai qui me paraissent, entre guillemets, impossibles. Mais de toute façon, c'est pas ne pas les viser qui va m'aider à pas y arriver. Donc, il faut le viser quoi qu'il en soit. On y arrive, on n'y arrive pas, quoi. Ouais, souvent, il y en a qui barrent le 1 et qui remplacent par 1. C'est ça. Impossible. Allez, tu me parles de mental, donc je suis obligé d'embrayer dessus. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, tu le définirais toi comment? Je pense qu'il y a plusieurs, il y a vraiment plusieurs sens à ce mot mental, mais je le rapprocherais plus du développement personnel et de la capacité qu'on a à surmonter les événements, à surmonter le moment présent et ce qu'on veut en faire, quoi. Si tu devais décrire une personne qui possède excellente qualité mentale pour réussir, tu le décrirais comment? Je décrirais comme quelqu'un qui justement qui fait avec la situation qu'il a. Comme je le disais tout à l'heure, on maîtrise pas tout. Et la force mentale, c'est justement de faire avec ce qu'on a et de construire ce qu'on a envie avec ce qu'on a sous les mains, avec ce qui est possible. Donc, je pense que je partirai là-dessus. En gros, c'est quelqu'un qui s'adapte et qui va se servir des moyens qu'il a à sa disposition et qui va progresser avec le temps. Exactement, pour atteindre ses objectifs qu'il s'est fixés, et pas lâcher les bras en disant j'avais pas prévu ça, j'arrête tout. Non, ok, c'est comme ça, la situation elle est comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour continuer dans mon chemin avec la situation comme elle est aujourd'hui, quoi. Ok, alors tu me disais que tu te préparais mentalement. Qu'est-ce que tu fais exactement pour préparer tes compétitions et au quotidien aussi? Comment tu t'entraînes mentalement? Alors j'ai fait une formation en 2020. Donc pour la petite histoire, moi je performais souvent, mais je gagnais rarement. C'est-à-dire que j'étais tout le temps sur les podiums, rarement première. J'avais ce petit blocage-là d'être très forte à l'entraînement et en compétition d'être bien inférieure à mon niveau, de pas exprimer mon potentiel. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler mon mental, et ça m'a beaucoup aidé. Et depuis, je continue à faire cette petite gymnastique d'exercice. Donc j'ai eu une grosse étape où j'ai travaillé sur vraiment mon identité, moi, ce que je veux devenir, etc. Et après, des exercices un peu plus, on va dire, standards de visualisation, de modélisation, un petit peu d'hypnose aussi, hypnose, méditation. Je rapproche ça, c'est à peu près pareil. Et toujours cette petite gymnastique mentale de voir les actions sous des points de vue différents. Ok. Est-ce que selon toi, il est primordial pour le mental d'être enthousiaste? Je pense que c'est primordial d'être enthousiaste, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pas l'être à des moments. Il faut être réaliste. Je pense que n'importe qui aujourd'hui qui dirait il faut être positif, oui, mais on a aussi le droit d'être négatif, et c'est dans ces moments-là d'ailleurs où on est plutôt négatif, où on a des coups bas, qui nous permettent d'avoir des clés pour que le moment d'enthousiasme soit encore plus beau ensuite, quoi. On va parler de ta confiance. Donc la confiance en soi, on en parle souvent, droit à l'erreur. Alors ta confiance, elle s'est construite comment? La confiance, pour moi, ça n'a pas de limite. Je pense que ça continue de se construire tout au long d'une vie. La meilleure façon de la construire, c'est tout simplement de se dépasser, en fait. Enfin, chaque personne, il y a un niveau de dépassement qui est différent. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a du mal à s'exprimer en public.
s'il le fait et qu'il va prendre son courage à deux mains, il va se dépasser, automatiquement son niveau de confiance va monter parce qu'il l'aura fait. À l'inverse, quelqu'un qui est très à l'aise en public, lui, il va pouvoir faire augmenter son niveau de confiance en se dépassant sur tout à fait autre chose, par exemple. Donc je pense vraiment que la confiance se développe en se dépassant sur des choses qui à la base on l'aurait pas fait par justement soit manque de confiance, soit un doute de pas y arriver, etc. De se dépasser sur des petites actions du quotidien, ça fait augmenter l'estime de soi et la confiance. Et toi, au départ, tu étais plutôt quelqu'un avec de la confiance et tu en fait du coup au gré des expériences, des entraînements, des compétitions gagnées, tout ça, tu as upgradé ta confiance ou dès le départ tu as quand même senti que tu avais confiance dans ce que tu réalisais et c'est pas forcément il y a des athlètes qui me disent que dès le départ en fait ils avaient déjà confiance en eux en fait et cette confiance elle s'est jamais vraiment elle s'est développée mais ils l'avaient déjà de manière dès le départ en fait. Ouais, t'as raison, je pense que c'est un peu vrai par aussi l'éducation que j'ai eue et le milieu dans lequel j'ai grandi. J'ai toujours en fait on m'a toujours appris à me dépasser finalement, donc effectivement j'ai toujours eu confiance en moi, des fois plus, des fois moins, et selon certains domaines de vie ça diffère aussi. Ce qui est marrant, c'est que de très jeune, tout le monde avait l'impression que j'étais très forte et que j'avais confiance en moi, ce qui est vrai, mais parfois j'avais des coups bas aussi, et ça par contre les gens ne le comprennent pas forcément. Du coup, quand on paraît très confiant, on paraît certes, mais il y a aussi des moments où on l'est pas, où on doute. Et je pense que chaque sportif a ces moments-là de doute et c'est des moments qui sont importants en plus pour se remettre en question et pour progresser. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu quand même une certaine confiance en moi, même si il y a eu des périodes où forcément je me suis remis en doute et j'ai douté. Après, tu touches du doigt quelque chose qui est important, c'est-à-dire l'éducation de nos parents dans la construction de notre estime de soi et qui va aussi faire en sorte que du coup on va avoir confiance dans ce qu'on va entreprendre. Et Exactement. Très souvent les parents au départ c'est la clé en fait. C'est ça, et pour le coup ils nous ont vraiment offert un milieu où justement on pouvait se dépasser, on pouvait performer, et donc à la fin le résultat c'est qu'on prend confiance en soi, c'est sûr. On est fier et forcément l'estime de soi augmente avec. Quel rapport tu as à l'échec ou au droit à l'erreur ? J'ai plutôt un bon rapport parce que j'estime que après chaque échec, que derrière chaque échec se cache aussi une victoire et une évolution. Et j'ai en mémoire cette phrase avant de gagner, j'ai appris à perdre. C'est un très bon pilote en jet qui disait ça. Et je pense qu'il a raison. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas accepter l'échec, il ne peut pas gagner sur le long terme. Pour moi, c'est vraiment important de l'accepter et surtout d'avoir le recul, de pas se définir derrière un échec. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a raté une compétition qu'on est nul, mais plutôt de se dire j'ai raté cette compétition, pourquoi et comment je peux faire ensuite pour pas que ça arrive une nouvelle fois, quoi. Oui, en gros, la compétition est une expérience dans laquelle on apprend, quoi. Voilà, c'est ça, et surtout le résultat ne nous définit pas. C'est-à-dire qu'on peut échouer et ça veut pas dire qu'on est nul ou qu'on est bon à rien, quoi. Oui, mais surtout dans une compétition, on n'est pas tout seul, surtout aussi. C'est ça, exactement. Et de toute façon, il y a qu'un gagnant et il y a plusieurs perdants, généralement. Voilà. Autrement, il faut aller jouer aux échecs avec une intelligence artificielle et la programmer pour gagner. Ça. Ok, le regard des autres. Si je te dis ça, le regard des autres, est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Bien sûr, ça me parle beaucoup et j'ai aussi beaucoup travaillé là-dessus parce que c'était principalement mon point de blocage que j'avais, le regard des autres. J'avais peur de paraître arrogante et prétentieuse si je gagnais trop facilement, entre guillemets, les compétitions. Donc oui, le regard des autres a été un réel problème pour moi, sur lequel j'ai travaillé. Et aujourd'hui, je pense que je m'en suis détachée, pas totalement. Ça m'arrive parfois d'y repenser, mais je m'en suis quand même bien détachée. Je pense que c'est vraiment le point clé sur lequel l'humain peut travailler pour exprimer son plein potentiel, quoi, clairement. Comment tu as fait pour te détacher du regard des autres ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? En fait, j'ai déconceptualisé les choses. Je me suis rendu compte que finalement, c'était quand même des points de vue et que les points de vue étaient totalement différents en fonction des gens et de la façon de voir l'action. Si je prends l'exemple de la prétention, on peut penser de quelqu'un qu'il est prétentieux parce qu'il est en train par exemple, de pas sourire quand on le regarde.
une autre personne va pouvoir penser qu'il sourit pas parce qu'il a peur, par exemple. Donc finalement, j'ai pris un peu de recul en me disant, mais le regard des gens, il peut différer en fonction de leurs propres expériences, de comment ils voient la situation. Donc finalement, il n'est pas très objectif, ce regard-là. Et le seul regard qui est important, c'est celui que moi, je porte sur mes actions et sur ce que j'ai envie de faire et de devenir. On parle de motivation ? Ouais. Quels sont tes trucs à toi pour te motiver quotidiennement, aller t'entraîner, te préparer aux compètes parce que c'est quand même c'est dur de s'entraîner tous les jours, de se lever tôt, d'intégrer ça dans sa vie professionnelle parce qu'en plus tu as un métier à côté. Y a des athlètes qui ont la chance du coup de faire que ça. Et il y a beaucoup d'autres sports où finalement ils sont obligés de compiler un métier pour du coup subvenir à ses besoins et financer ses compètes, ce qui est ton cas. Du coup, où tu vas sortir, comment tu vas chercher ta motivation quotidiennement? Alors j'aime pas trop parler de motivation dans le sens où pour moi quand on doit se motiver pour faire quelque chose, c'est un peu forcé. Même si je vais être honnête, parfois j'ai un manque de motivation et je suis obligée de me remotiver. Mais je préfère parler d'inspiration. Et en fait, je viens puiser un peu la force là-dedans. C'est que aujourd'hui, je suis inspirée par ce que je fais. Et je suis inspirée par là où j'ai envie d'aller, par le chemin que je parcours pour y arriver. Et c'est ça qui me remotive quand j'ai des coups de baisse. Je pense que c'est la grosse différence quand on est inspiré par ce qu'on fait. On n'a plus vraiment besoin de se motiver. Parce que c'est naturel, c'est inspiré. Après, voilà, il y a forcément des périodes, vu le quotidien qu'on mène, quand effectivement on mène le sport plus le travail, c'est quand même parfois fatigant. On est fatigué des fois, où effectivement il faut se remotiver. Mais il y a aussi des fois où je me motive pas, clairement, et je me dis aujourd'hui je suis fatiguée, je l'accepte et je m'entraînerai mieux demain, quoi. Ok, du coup tu t'écoutes? Je m'écoute, ouais. Okay. Mais c'est assez facile du coup quand on est inspiré. J'ai des coups bas comme tout le monde, mais ça passe très vite parce que voilà, je suis inspiré par ce que je fais, donc j'ai pas réellement besoin de me motiver, on va dire. Oui, après derrière l'inspiration, alors du coup tu me fais réfléchir en même temps. Ça me fait penser un peu à la passion qui nous anime. Par exemple, moi je sais que ça me passionne d'interviewer des gens pour qu'ils me parlent de leur mental, comment ils font, et de leur parcours aussi, de leur parcours de vie. Mais c'est vrai que ça m'inspire. Alors forcément, j'enchaîne les épisodes, j'en fais beaucoup, mais c'est pas un travail en fin de compte, puisque voilà, t'as pas forcément besoin de te motiver pour le faire. Je prends toujours l'exemple du matin. Je sais que moi j'avais du mal des fois à me lever pour aller à l'école. Par contre, me lever à 5h du matin pour aller skier, je le faisais sans problème, j'avais même pas besoin de réveil. C'est un peu la même chose en fait. Ouais, je comprends. Du coup, il y a une notion de passion derrière. Voilà. Et je me dis, quelqu'un qui a besoin de trop se motiver pendant trop longtemps, c'est-à-dire qu'il a cette étape-là qui est vraiment très longue de c'est dur, j'arrive pas à me motiver. Je pense que c'est aussi un signe pour lui dire attention, peut-être que t'es pas sur ton chemin, quoi. On le note. Écoutez bien les auditeurs. Allez, on va parler d'émotions. La gestion des émotions, c'est quelque chose qui est important dans les compètes. Souvent, du coup, on peut vivre de la pression, on peut vivre différents types de stress. Il y en a qui sont plus inhibants, il y a du stress qui, au contraire, est stimulant. Toi, comment tu fais quand tu es sous pression pour gérer tes émotions? Alors, de base, je suis quelqu'un de très sensible. Du coup, c'est vrai que c'est d'autant plus dur à travailler quand on est sensible. Je dirais que j'essaye de prendre un maximum de recul et surtout de toujours regarder les faits pour justement mettre à côté un peu les émotions de ce qui se passe réellement. Si par exemple on reparle d'un échec, on pourrait pleurer toutes les larmes de son corps, c'est important de le faire, ça peut se vider. Mais du coup, après ça, je regarde vraiment les faits, pourquoi j'ai échoué ou pourquoi. Et pareil pour le stress finalement. Le stress c'est bon, c'est pas mauvais. Je pense que, en tout cas quand j'entends dire il faut chasser le stress, c'est pas bon pour la performance. Pour moi, c'est faux. Le stress, il en faut pour performer. Il faut juste l'accepter, le regarder avec bienveillance finalement et se dire qu'il est là. Le stress, c'est une réaction scientifique, on va dire biologique du corps humain pour se mettre justement dans l'action. Et justement, il faut le regarder avec bienveillance, l'accepter, accepter toutes ces émotions. Elles sont pas là pour rien, quoi. Oui, t'as raison. C'est une réaction presque physiologique. Bien sûr, pour se mettre en action, c'est important. Le stress, il est, on l'a toujours eu en fait, c'est en fonction des événements et comment on va réagir à une situation, mais chaque situation finalement se prépare. Tu parlais de visualisation tout à l'heure. Oui.
Et je pense que la visualisation aussi aide à mieux gérer, on va dire, cette fameuse pression et le stress. Du coup, au contraire, ça peut être un allié de la performance à partir du moment où on sait le maîtriser, en fait. Exactement, c'est ça. Et après, j'ai mes petites techniques par l'hypnose, la méditation, d'ancrage quand j'ai vraiment des besoins pour me remettre au calme, aussi des techniques de respiration, 2-3 petits outils qui me permettent quand vraiment je sens que je déborde d'émotions, de me recentrer finalement sur l'action à mener, quoi. Alors du coup, quand tu parles d'hypnose, tu fais de l'auto-hypnose principalement, oui. Et du coup, ça consiste en quoi exactement? L'auto-hypnose, ça va consister. La première étape, c'est bien évidemment de se mettre un petit peu dans cet état d'auto-hypnose, on va dire. Il y a plusieurs techniques pour ça. Et après, ça va, pour mon cas, en tout cas, ça va principalement être de l'écoute aussi, c'est-à-dire que j'ai des petites séquences d'auto-hypnose en écoute qui me permettent justement de me recentrer sur le moment présent et de me mettre dans l'état dans lequel j'ai envie d'être, que ce soit de la détermination ou du calme. C'est les deux principales entités que j'utilise dans l'hypnose. Et tu parlais de routine de respiration aussi. Quels outils tu utilises? Tu fais de la cohérence cardiaque? Exactement, ouais. La cohérence cardiaque, et après, avant les départs, dans les échauffements, c'est plus justement respirer par exemple très vite pour faire monter un petit peu cette fréquence d'excitation, de stress quand parfois on l'a pas assez, quoi. Ça peut arriver, dans le sens inverse, ça peut arriver parfois quand les journées de compétition sont très longues, où on va avoir qu'une course dans la journée. C'est pas forcément facile de se mettre dedans, et donc on peut utiliser la respiration à l'inverse, aller l'activer pour justement faire monter un peu son état de stress, quoi. Oui, effectivement, et la respiration relaxante, et on peut utiliser des exercices de respiration dynamisante. Et c'est souvent les sports de combat, les karatékas qui utilisent ça quand ils rentrent sur le tatami on l'entend, quand ils rentrent sur le tatami, on entend tout de suite le petit souffle qu'ils font quand ils partent. Et puis il y a des besoins des sports. Je sais que dans le jet, c'est un sport qui est très explosif. La course dure 20 minutes et le départ fait quand même une grande partie de la course. Donc il faut être dedans tout de suite. Et pour ça aide bien. Donc on a vu comment t'arrivais à être du coup focus. Donc je vais pas te poser la question comment fais-tu pour être concentré. Donc du coup c'est les petits rituels dont tu as parlé, l'auto-hypnose, le fait de respirer pour se centrer et pour être dynamique. La dernière question que je vais te poser, c'est pour avoir une force mentale, on dit qu'il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis mitigée. Je suis mitigée parce que je suis d'accord, et d'un autre côté, je pense que le lâcher prise, il est tout aussi important, et ça démontre une force mentale d'autant plus grande à un moment, de savoir lâcher prise sur, j'en reparle encore, mais sur des paramètres qu'on contrôle pas, par exemple, sur des choses que il faut effectivement persévérer et rien lâcher, mais parfois il faut aussi accepter de lâcher prise sur certaines choses, et on se rend compte que finalement, pour l'exemple d'un résultat, je veux l'atteindre, mais d'un autre côté, je me dis que si je l'atteins pas, c'est pas grave. C'est une forme de lâcher prise, c'est pas grave parce que l'échec va me permettre d'apprendre. Et en fait, on se rend compte que quand on est plus obtus sur le résultat, on performe beaucoup mieux, quoi. Donc je suis d'accord, et à la fois je suis pas d'accord, dans le sens où il faut rien lâcher, mais il faut aussi accepter de lâcher prise, et que on ne sait pas ce qu'on sait pas, et que peu importe finalement ce qu'on va vivre, il y aura des bonnes choses à prendre à la fin, quoi. Ok, super. Écoute, je te remercie beaucoup pour en tout cas toutes les réponses aux questions qui concernaient le mental. On n'a pas encore tout à fait fini. J'aimerais qu'on mette un peu en perspective ta saison 2023. Comment ça va se passer? Déjà, la saison 2022 a été très particulière parce que je me suis blessée à la première compète de l'année, et j'avais quand même de grandes ambitions pour cette saison. Donc du coup, je l'ai rebasculé sur la saison 2023, même si j'ai pu terminer la saison en faisant quelques courses et avec de beaux résultats. La saison 2023 s'annonce du coup forcément exceptionnelle. J'attends que ça, puisque j'ai passé un an à me réparer, on va dire, à prendre soin de mon corps parce que j'étais un peu cassée. Et du coup, j'ai vraiment hâte. Et je vais continuer de me défier avec les garçons, parce que l'avantage un peu de notre sport, c'est que nous, les filles, on peut concourir avec les hommes. Et ça me challenge beaucoup. Donc ça va être un des objectifs, ça va être de courir avec les hommes au championnat de France, au championnat d'Europe, et de faire des podiums parmi eux. Et après, d'aller remporter ce titre mondial chez les femmes. C'est vrai que c'est rare, les disciplines sportives aujourd'hui où les hommes et les femmes peuvent concourir ensemble. Quand j'y réfléchis,
Et là, tu m'en parles, mais tu vois, automatiquement, j'en trouve pas là. Non, et il y a d'autant plus surtout dans le sport mécanique. Et ce qui est dingue, c'est que on est aujourd'hui 3-4 femmes à s'être lancé un peu ce challenge. Et on y arrive, quoi. Moi, j'ai été championne de France chez les garçons en 2021. Et il y a d'autres femmes à l'international que ça a entraîné aussi dans le même mouvement. Et en fait, c'est assez simple, c'est que la catégorie reine chez les hommes sur une des compétitions qui a la plus grande renommée, ils ont des primes incroyables que nous, les femmes, on n'a pas. Et du coup, on s'est dit, ok, on va aller les chercher chez eux, quoi. Génial, mais ça serait génial de voir ça aussi, tu vois, dans les sports auto, les sports mécaniques, Formule 1, tout ça, Bien sûr. de voir un peu des pilotes féminines. Et c'est pas fermé, hein. C'est-à-dire que la Formule 1 aujourd'hui, s'il y a une femme qui arrive à obtenir un siège, elle a tous ses droits d'y être. Hein. Je pense que ça s'est beaucoup arrêté aussi par rapport aux croyances limitantes et à la limite que se mettent les femmes. Moi, c'est un peu on va dire, c'est un peu aussi ma mission, et ce que j'aimerais faire comprendre à toutes les petites filles qui nous regardent, qui nous voient, c'est que il y a zéro limite, quoi. Aujourd'hui, la société où on peut nous mettre des limites, comme quoi on n'arrivera pas certes, au niveau de la physiologie, on n'est pas égal avec un homme en termes de résistance physique, mais par contre, on a d'autres atouts, d'autres avantages à utiliser, et qu'au final, dans une compétition, on peut aussi en tirer nos forces, quoi. Écoute, en fait, j'allais te dire, je te laisse le mot de la fin, mais je crois que le mot de la fin, il est dit là, hein, de ce message, en tout cas à toutes les petites filles, de rêver et de se fixer aucune limite dans, en tout cas, les rêves dans lesquels elles aimeraient accéder, quel que soit le sport, ou quel que soit le métier, ou quel que soit ce qui leur plaît, de pas se fixer des limites, d'y croire et de se donner les moyens, se donner les moyens de rêver, on va dire. Se donner les moyens, et puis peu importe, le chemin apportera de toute façon de belles choses, quoi. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. J'étais ravi de pouvoir recueillir tout ton témoignage, et je te souhaite une excellente fin d'année et une très belle saison sportive 2023, et je te dis à bientôt, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. Merci beaucoup, c'était hyper agréable d'échanger sur ces sujets-là, donc merci à toi, et très bonne fin d'année aussi. Merci beaucoup. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.